On essaye même presque parfois aussi à l'inverse. Elle veut être en princesse. Notre premier réflexe, c'est de lui dire non. Ma fille, elle dit quand on me traite de garçon manqué, je dis que je suis une fille réussie. C'est que lui, il considère que c'est l'homme qui ramène l'argent dans la famille. Et c'est moi qui ai dû lui demander, bon maintenant c'est bon, t'es trop à la maison, tu peux reprendre ton full time, mais chacun un peu dans son truc. Bienvenue à ce nouvel épisode de Girl Squad. Girl Squad, c'est l'émission 100% féminine de Startup Vie. Et comme tu le sais, Startup Vie, c'est le média des startups. On raconte l'histoire des startups, on te donne les clés, les outils, si toi aussi tu veux entreprendre. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, commente, dis-nous en commentaire ce que tu veux voir, les personnes que tu voudrais voir sur le plateau, les sujets que tu aimerais qu'on aborde, les thèmes, le feedback, n'hésite pas. Alors, on a déjà beaucoup parlé sur ce plateau du pouvoir de la construction sociale de genre. On a essayé de déconstruire un petit peu tout ça, tous ces clichés, tous ces stéréotypes. On sait qu'ils nous freinent, qu'ils nous conditionnent aussi et qui peuvent parfois être des obstacles, notamment quand les femmes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quand elles veulent investir le domaine de la tech, qui est largement dominé par les hommes. N'empêche que tous ces clichés, ils font que les femmes ont un rapport différent au travail, à l'entrepreneuriat, aux questions par exemple d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alors aujourd'hui, on a voulu discuter un petit peu de tout ça, on a voulu se poser la question, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels les femmes sont plus douées ? Est-ce qu'elles doivent se lancer en entrepreneuriat, notamment dans des business qui parlent aux femmes, qui sont créés pour les femmes ? Ou est-ce que tout ça, c'est simplement une question de conditions d'accès ? Pour ça, on a 3 femmes plus inspirantes les unes que les autres qui sont avec nous et qui vont nous parler un petit peu de leur parcours. Alors, on a Carole, Virgilia et Marie-Noël. Salut. Bonjour. Bah voilà, on va commencer effectivement par faire un petit peu, voir qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, comment vous êtes arrivés là, comment étaient toutes vos réflexions par rapport à tous ces stéréotypes, par rapport à tous ces clichés, et comment ils vous ont mené professionnellement là où vous êtes. On commence par celle qui se sent le plus inspirée. Ok, prête. Ou Bonjour. directement. Oh, vas-y, Carole. Je sens que c'est toi. Explique-nous. Explique-nous. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton business et comment t'es arrivée là ? Alors, 2 casquettes. Une chose que j'ai commencé à faire il y a déjà 8 ans de cela, c'est travailler dans le recrutement au niveau des profils IT, où j'ai commencé comme recruteuse junior et puis je suis montée en tant que team lead ces dernières années. Et en 2020, j'ai décidé, comme beaucoup de gens, de réfléchir un peu à ma vie et de lancer un projet qui me tenait à cœur, qui est Women Fit Expertise, qui est en fait un projet d'accompagnement pour les femmes, 100%, dans la gestion des finances personnelles et de la charge mentale. Oui, donc effectivement, on a beaucoup évoqué les clichés autour des femmes et de la finance, le fait que les femmes, ça, c'est pas gérer des budgets, ça n'y connaît rien, etc. C'est pour ça que tu as décidé de te lancer là-dedans ? Est-ce que tu sens que les femmes ont, un syndrome de l'imposteur par rapport à ça ? Je me suis lancée dedans par d'abord de mon histoire personnelle, qui était effectivement... je travaille depuis très longtemps, ça fait l'air de rien quand même, oui, une bonne 15aine d'années en fait que je suis dedans. Et je me suis rendu compte à un moment qu'il n'y avait pas grand-chose sur mes comptes d'épargne, que c'était assez dommage et que si demain je mourais, je laissais rien. Et en plus, à ce moment-là, j'avais déjà ma petite fille et j'étais mère célibataire. Donc, c'est ce qui m'a réveillée où je me suis dit, OK, demain, il m'arrive quelque chose, je veux pouvoir lui laisser... entre 2-3 larmes, un petit patrimoine au moins. Et je me suis rendu compte que, pour répondre à ta question, c'est pas que les femmes, elles savent pas gérer, c'est que souvent, elles font confiance. Et au final, dans la plupart des clientes que j'ai eues, c'est les hommes qui géraient pas bien. Et c'est juste qu'ils ont été face à des femmes qui leur faisaient une confiance aveugle et qui ont tout laissé faire. Donc, On est plus dans le syndrome de l'imposteur que dans l'incompétence. En fait. Exactement. Ok. Tu disais, toi, tu as aussi travaillé dans le recrutement IT. Ouais. Là aussi, on sait que la tech, c'est vraiment un secteur majoritairement dominé par les hommes. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus quand justement on s'occupe de recrutement ? Alors, comment est-ce qu'on travaille là-dessus ? Tu peux prendre les choses de différentes manières. Moi, je me souviens qu'à l'époque, un de mes boss m'avait dit « Utilise ton pouvoir ». Et c'était « Écoute, les hommes… » le cliché ils ont un gros ego, tu as envie d'être pris sérieusement ou d'avoir un maximum d'informations,
dis-lui qu'il est merveilleux et demande-lui de t'exposer toutes ses connaissances. Et effectivement, c'est vrai qu'en tant que femme, c'était très facile pour moi de pouvoir être en contact avec des hommes qui me donnaient plein d'informations, mais parce qu'il suffisait de prendre une belle voix mielleuse au téléphone et de lui demander de m'expliquer un petit peu ce qu'il fait dans son rôle de project manager. Tu vois. Mais c'est un milieu qui est clairement masculin, difficile quand même, parce que quand tu es face à des managers, du coup, dans ce monde-là, être prise au sérieux, c'est pas toujours évident. Je l'ai beaucoup fait depuis ces dernières années où j'ai fait plus d'account managing et j'ai beaucoup été appelée jeune fille en 2022. Et je me suis retrouvée beaucoup dans ce genre de discussion où est-ce qu'on pourrait juste mettre pause 2 secondes à la conversation ? J'ai 35 ans, je suis maman, je ne suis pas une jeune fille. Et voilà, et à différentes manières, parce que je suis un peu maquillée, parce que j'ai décidé de m'apprêter tout simplement, ou je ne sais pas si c'est à cause de la voix, mais quelque chose que je n'ai jamais eu quand j'étais en contact avec des femmes, managers. Ouais, Oui. c'est terrible. Hein. En fait, des fois, on écoute les histoires, on est genre, c'est grave. Mais en même temps, les choses évoluent quand même. Oui. Et on a des gens comme vous qui créent des sociétés, etc. Comme toi, Virgilia. Your communication sucks. Exactement. C'est ça. Et, Not so much anymore. et donc ça vient d'où Raconte-nous un petit peu Ça vient l'histoire. j'ai littéralement bossé dans la com et le marketing depuis toujours. Il y a eu un peu de vente au début, mais c'est un domaine qui m'a moins plu que la com et le marketing de manière globale. Et je pense que j'ai simplement attendu le moment d'avoir assez d'expertise et d'expérience que pour me dire, OK, là, j'y vais. Je me lance. Et donc, je me suis décidée 1 mois avant l'arrivée de notre ami Covid. Incroyable, Notre génial. Mais au final, j'ai le malheur de dire que j'ai pu surfer sur cette vague du Covid, étant donné que tout le monde s'est rendu compte que c'était le moment, l'instant, pour être présent sur Internet avec une bonne com, avec un bon marketing, avec un bon site web, des bons réseaux sociaux. Donc, le moment était finalement pas si mal choisi, je suis obligée de le dire. Après, oui, je pense que c'est mon amour du marketing qui m'a poussée à me lancer là-dedans, parce que littéralement, j'adore ça. Une vraie campagne marketing, c'est quelque chose qui me fait vibrer, parce que je trouve que les réflexions qui sont vraiment abouties sont super enrichissantes et intéressantes. Un produit qui est vraiment bien marketé, c'est toujours intéressant à voir, et c'est vraiment un domaine dans lequel j'avais envie de me développer. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour te lancer toute seule ? On sait que voilà, le statut de salarié, c'est quand même plus confortable pour différentes choses, pour la charge mentale, pour le salaire assuré, pour voilà. Qu'est-ce qui, à un moment, fait le déclic et où tu te dis, OK, en fait, voilà, c'est mon projet que j'ai envie de porter. Alors, il y a eu plusieurs choses. Et c'est marrant que tu me parles du salaire, parce que j'ai jamais eu un salaire qui, selon moi, correspondait à ce que je donnais. Ça a toujours été une grande frustration. Je me rappelle d'une boss me dire « Mais si tu veux bien gagner ta vie, c'est pas ici que tu dois bosser ». Et pour moi, ça a vraiment été la chose qui m'a animée à devenir indépendante. En fait, devenir indépendante, pour moi, c'était pas du tout l'image de « mais tu gagneras jamais vraiment bien ta vie », c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt je vais enfin avoir ce que je mérite », puisque je vais me donner à fond. Tu vas t'auto-valoriser, voilà. en fait. Mais oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, la liberté physique qu'apporte l'indépendance et l'entrepreneuriat, elle a aussi une valeur, en quelque sorte. J'avais une autre réflexion vis-à-vis de ta question et je l'ai perdue là, du coup. Ma question, c'était c'est quoi le déclic ? C'est quoi qui t'a ça donné et un burn-out. Et un burn-out que je suis obligée de mentionner. J'ai travaillé... ma dernière expérience en tant qu'employée, c'était pour une marque de maison d'édition qui est connue à l'international, et je gérais pour eux tout ce qui était événements en magasin, à l'extérieur un peu aussi, tout ce qui était développement marketing digital. Et je voyageais pour eux à raison de 24 sur 24. Donc, je n'étais jamais chez moi, ce que j'adorais parce que je suis quelqu'un qui adore bouger. Mais à côté de ça, j'avais de la pression résultat, j'avais de la pression de ma boss, j'avais la pression de ma vie aussi, de vouloir, moi, me développer en tant que femme. J'avais l'horloge
biologique, qui est quelque chose qui existe, en tout cas chez certaines, qui commençait franchement à tourner. Et je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, il allait falloir que je pose mes fesses quelque part. Et donc, drainée aussi parce que j'ai littéralement aucun boulot dans lequel je me suis pas donné corps et âme. Et je pense comme tous ceux qui font des voilà. burn-out, c'est pas les gens qui travaillent pas qui font des burn-out. Je suis devenue presque trop proche avec ma boss, mais donc du coup on arrive dans un relationnel duquel on peut pas vraiment sortir, et je pense que l'un et l'autre ont fait que ok, ça déborde et j'en peux plus, et donc déconnexion. Et déconnexion qui veut dire reconnexion avec soi-même, et reconnexion avec soi-même, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, en fait là je me rends compte que j'ai envie de me donner ma chance, et donner la chance à mes compétences, et puis moi commencer à pouvoir partager mes acquis et mes vécus en tant qu'employée avec potentiellement une équipe que je pourrais développer, et justement la gérer différemment que moi, la manière dont j'ai été gérée en tant qu'employée toute ma vie, quoi. T'as aussi choisi, toi, de travailler... Pardon, excuse-moi. Non, c'était... T'as aussi choisi de travailler essentiellement avec des femmes qu'avec des femmes dans Ça ta n'a boîte? absolument pas été un choix. Aujourd'hui, on est une équipe qui est 100% féminine, mais je pense que c'est le milieu dans lequel on travaille qui fait que la demande est plus féminine que masculine. Après, clairement, quand quelqu'un vient pour une interview et que 6 gonzesses sont à l'entrée du bureau en train de le regarder en mode « Hey, welcome », ça doit être un peu déroutant. Je pense qu'il faut oser se dire « Ok, je vais être le premier mec qui intègre cette équipe de femmes ». Mais je crois vraiment que la base, c'est que le marketing, la communication sont sujets à beaucoup de sensibilité, une très bonne communication interne avec le client, un relationnel très important. Et les femmes ont quand même probablement un petit peu plus d'aptitude. Mais tu as des hommes qui postulent ou pas? Oui, il y en a. On a eu un stagiaire une fois qui était très chouette. Non, on en a eu 2 en vrai. Qui était là en fait? Non, il n'est pas venu. Non, mais ici. Ah ouais? Ah ouais? Hamza, il s'appelle. Incroyable, ouais. Ouais. Parce que vraiment j'ai douté, j'ai dit attends. Non, En fait, parce que là, c'est une stagiaire. Enfin, Elle est quand même blonde, elle a un sang à la rose. mais je ne me permettrai pas de. Et on veut pas être dans les juger, stéréotypes. exactement. Non, en fait, tout à l'heure, on était en train de discuter de ce qui allait se passer, et donc je disais que vous alliez venir, etc. Et quand j'ai prononcé ton nom, il a dit ah mais je connais. Ah, mais oui, tout à fait. Et donc Hamza, ouais, chez il nous. était là. En stagiaire bénévole d'ailleurs. Exactement. Parce Et que là, j'ai il est beaucoup apprécié. stagiaire. Je sais pas. Mais Voilà. donc non, il y a eu des hommes, Il y a eu mais un je homme. pense que oui, l'affinité, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup qui fonctionne beaucoup avec son estomac aussi. Au niveau de mes choix, et mes choix se sont toujours dirigés vers des femmes. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière, mais c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Donc je vais pas m'en vanter non plus. Mais juste avant qu'on passe à Marie, d'ailleurs tout à l'heure tu as dit Marie, tu préfères Oui, Marie? Marie. Je voulais juste revenir sur une question que j'avais pour toi, Carole. Le rapport, donc toi tu proposes des services de gestion des finances et de la charge mentale. Ouais. Quel est le lien pour toi? Pourquoi est-ce que tu proposes les 2 simultanément? Je reviens sur une personne qui est très importante dans ma vie, qui est moi. Heureusement, en même temps, heureusement. Donc, alors, j'ai pas fait de burn-out, mais je me suis retrouvée à un moment où j'avais trop. Et à ce moment-là de trop plein, je savais pas où me tourner. Et en fait, je me suis rendu compte, je suis quelqu'un d'assez passionné aussi dans ce que je fais. J'ai du mal à trouver le juste milieu en général. Et je me suis retrouvée à me rendre compte qu'en fait, je faisais pour les autres, mais pas pour moi. Et que du coup, j'étais en train de passer un petit peu à côté de ce qui était bon pour moi. Et à force de discussion, souvent, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre les deux. Pourquoi? Parce que la femme est porteuse de vie dans le foyer. C'est en général celle à qui on fait porter le plus de choses. Et les finances fait souvent partie du top 3, top 5, dépendant un petit peu des cultures et autres, mais fait partie de cette partie-là où elle va peut-être pas toujours être celle à qui on demande d'amener de l'argent, mais qui est censée savoir où va l'argent, voilà. Et ça vient, l'air de rien, d'avant, quoi. Enfin, c'est littéralement ancestral de dire l'homme partait chasser dehors ou travailler dehors, ramène les quelques pièces et toi, femme, va faire les courses, fais ceci et fais cela, quoi.
Et donc toi, Marie, raconte-nous un petit peu ton parcours professionnel. Donc aujourd'hui, tu es rédactrice en chef Elle Web. Mais donc tu fais ça depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier? Alors, effectivement, je suis rédactrice en chef du site du Elle Belgique. C'est mon premier job. J'ai fait ça, ouais. C'est mon premier job. Donc, je suis sortie de l'université. J'ai fait un peu de stage dans un média généraliste et puis un stage OL et s'en est suivi un contrat. Donc là, ça va faire 10 ans que je suis là-bas. J'ai toujours été sur le digital. Après, j'ai bougé de poste dans le digital. J'ai pris plus de responsabilités. Aujourd'hui, je suis rédac chef. Pourquoi la presse féminine depuis toujours. Donc j'ai fait ces études universitaires de journalisme pour être journaliste en presse féminine et pour même me spécialiser en tout ce qui est beauté, bien-être et santé. Donc voilà, après que ce soit pendant mes études ou dans mon boulot, les clichés je connais. Voilà. Donc, mais voilà, c'est un média qui est féminin, féministe. On s'adresse aux femmes, on essaie de traiter les problématiques, même si elles sont sociétales, avec un angle qui va intéresser principalement les femmes. Donc c'est clair que c'est notre public principal. Maintenant, on a appris. On a une 20-25% d'hommes qui nous lisent, parce que les magazines sont à la maison, parce qu'ils cherchent une info sur leur meuf. Donc, voilà. Donc c'est sympa, c'est intéressant aussi pour nous de savoir que ce public masculin est là, parce que moi je me dis que c'est l'occasion de faire passer des messages. Ah ouais, Lisez-nous, on a des trucs à vous dire. Voilà. Et chez toi, dans les rédacs, c'est essentiellement des femmes journalistes. Alors, voilà, moi j'ai été journaliste aussi et j'avais de vieux collègues, vraiment de la vieille école, qui avaient écrit en presse féminine, qui signaient avec un pseudo féminin. D'accord. Mais voilà, il y en avait quand même plusieurs, donc je me suis dit que ça marrant, devait exister et je ne sais pas du tout ce qu'il en est maintenant. Alors, la presse féminine, il y a des clichés, des fantasmes presque autour de ça, donc je vais le dire tout de suite, on n'est pas une armée de mannequins suédoises. On mange. Il y a des filles de toutes les tailles, de tous les âges. On est juste des nanas normales, avec les guillemets qu'on peut mettre autour du mot normal. Normal, n'est-ce pas? Mais donc voilà, il y a plein de fantasmes, il y a plein de clichés, qu'on reçoit tout, qu'on est pété de pognon, qu'on a les marques nous mettent du cash comme ça. Enfin bref, tout ça n'est pas vrai. Si tu veux gagner la vie, tu fais pas la presse. Voilà, bref. Donc oui, il y a plein de clichés autour de la presse féminine, que ce soit sur ce qu'elle véhicule, parce que parfois on a des lectrices qui nous font des commentaires. Clairement, elles n'ont jamais ouvert le mag et elles n'ont pas vraiment scrollé sur le site. Et maintenant, il y a des clichés qui sont vrais et il y a des clichés qui sont vrais, mais un peu malgré nous. Donc oui, aujourd'hui, la presse, c'est pas une grande news. C'est un métier qui reste assez masculin, assez patriarcal. Donc, dans les études, il y a majoritairement des femmes, puisque c'est quand même lié à des études littéraires et qu'en général, les filles font plutôt des études littéraires. Dans l'entrée de la profession, tout ce qui est pigiste ou freelance ou voilà, les CDD, etc., il y a principalement des femmes, puisqu'il y a principalement des femmes diplômées. Et puis au bout d'un moment, dans la carrière, en tout cas dans la presse généraliste, que je connais moins bien parce que je bosse pas dans la presse généraliste, mais on voit bien qu'il y a une sortie de la profession, il y a tout le système du plafond de verre qui se met en place avec des problèmes de rémunération, avec l'envie de fonder une famille, la charge de l'enfant repose plus sur la femme, parce que bon, la presse c'est quand même un métier, la presse généraliste au niveau... de l'implication, c'est très exigeant. C'est pas des horaires très fixes. Il y a des gardes, il y a les week-ends, il y a les soirées, il y a les jours fériés. Quand il se passe un truc, c'est compliqué de dire, écoute, dimanche 21h, je dois coucher les gosses, je viens pas. Donc, voilà. Donc, il y a tout un moment où ça devient masculin. Et chez nous, on a principalement des filles, principalement jeunes quand même. Et oui, la direction est plutôt masculine. Donc, c'est un peu les clichés. Compta, finance, business, c'est les mecs. Ouais. L'écriture, c'est les filles. Maintenant, c'est pas... ça, je dois dire, pour défendre mon employeur, si on peut le dire comme ça, c'est pas un souhait de... Enfin, voilà, on fait des offres d'emploi. Maintenant... le milieu de la presse féminine, ou peut-être que justement ils se disent purée, c'est qu'avec des meufs, non merci. Mais en tout cas, on a très peu d'hommes qui postulent, on a très peu de profils variés qui postulent. Donc en fait, au moment où il y a des offres d'emploi ou même des recrutements de stagiaires, c'est toujours un peu les mêmes profils qui se présentent.
Donc voilà, ça reste cliché, mais nous on demande que ça, d'avoir des profils plus variés, que ce soit en âge, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes de milieu socio-culturel, etc. C'est pas du tout quelque chose qui est imposé de recruter des femmes, c'est juste on a du mal à trouver des mecs hétéros qui veulent nous parler de mode, de beauté, alors que ce serait tellement enrichissant. Voilà. Non, c'est ça, et puis la déconstruction, créer des nouveaux rapports, des nouvelles choses, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est vrai que faire un effort conscient et appliqué pour plus de représentativité, plus de diversité, etc., c'est vraiment du travail, en fait, à part entière. Et donc, c'est ça. Le mettre en place, c'est faisable, mais il faut vraiment y mettre de l'énergie, quoi. C'est clair que... Mais on va fêter, là, cette année, les 20 ans du L Belgique. Donc, c'est une belle date anniversaire. Ah oui. Et c'est une date anniversaire qui nous a replongé dans nos archives, qui a amené plein de discussions, parce qu'il y a des filles qui sont là depuis 3 ans, il y a des filles qui sont là depuis 10 ans, d'autres depuis 17 ans, etc. Et donc, c'est hyper intéressant. On a toujours eu l'impression d'avoir été très ouverts sur ces questions-là, que ce soit de la diversité, de la représentativité, etc. Et en fait, avec le recul, on se rend compte que non. Et qu'on a été finalement dans les premières... si je dis pas de bêtises, on a commencé dans les covers vers 2013-2015. On était dans les premiers à mettre des mannequins de diverses origines en cover. Et finalement, c'est fou de se dire que ça fait que 5, 6, 7 ans qu'on fait ça, alors que... Voilà. Oui. Et que sortons dans la rue, j'ai envie de vous dire. Et que c'était vraiment quelque chose comme on était un petit peu... Je sais pas ce qui justifie ça, mais on s'est vraiment fait la réflexion en se disant cool, on était dans les premières, mais comment ça se fait qu'on fait ça que depuis 5, 6 ou 7 ans finalement? Ça nous semble aujourd'hui tellement naturel et évident qu'on se dit mais comment on n'a pas vu avant que c'était pas représentatif de la lectrice. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est intéressant, ça permet de faire... des mea culpa, de déconstruire des systèmes, de se dire, tiens, qu'est-ce qui explique que, etc. Et les autres étapes aussi, parce qu'effectivement, la cover, aujourd'hui, on est un petit peu dans ce moment où on utilise maintenant la diversité un peu comme une carte en disant, regardez, si, mais il est noir quand même. Mais au final, à l'intérieur, dans les backstage, tu vois, à la table, assise, ça reste un peu... Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une première étape, elle est hyper importante, mais le travail qui reste à faire, il est là. Et c'est vrai que c'est... comment on fait, en fait? Et c'est aussi une vraie réflexion. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais écrire un article qui ne s'adresse pas à un type de peau en particulier. Je vais juste faire comment gérer l'acné pendant les règles. Un truc bien meuf, tu vois, bref. Et en fait, rien que les banques d'images proposent beaucoup plus de profils caucasiens. Et donc, mais tu vois, avant, moi, je tape le mot acné dans ma banque de recherche, je trouve une image d'une meuf sympa, je me pose même pas la réflexion, et en fait, je me dis, si. Là, je vais sur ma homepage et je me dis, en fait, là, il y a 4-5 meufs qui sont des caucasiennes, il faut mettre d'autres profils. Mais donc, nos outils aussi pour travailler... Bien sûr, sont limités. Ces clichés, ces stéréotypes, ils transcendent en fait toute une série d'étapes. Alors ici, on parle de la fabrication de l'info, entre guillemets, voilà, mais c'est le cas à peu près dans tous les secteurs. Et donc, ça demande un vrai effort positif pour lutter contre tout ça. Mais il faut avoir la conscience... d'y penser. Et avant, en fait, on n'avait pas cette conscience-là. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est un réflexe. Et même, on peste un peu parfois, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Les meufs qui ont de l'acné, c'est pas que des blondes, en fait. De où. Et donc, voilà. Et on s'est aussi rendu compte au niveau des shootings qu'il y a toutes des choses qui doivent se mettre en place, qui évoluent. C'est jamais assez vite, mais quand même, par rapport de où on vient, moi, je trouve que ça se met en place assez bien. Mais vouloir faire un shooting mode avec une mannequin qui a vraiment une peau très 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 foncée, on s'est rendu compte que d'un point de vue technique, ça posait des problèmes. Il y a des photographes qui nous disaient, j'ai pas le matos pour shooter au niveau de la couleur, de la lumière, pour faire ressortir le teint. Des make-up artistes qui nous disaient, moi je peux faire métisse, mais j'ai pas les fonds de teint, j'ai pas la technique. Et donc, à un moment, c'est des réflexions où on se dit, on va prendre une mannequin, et en fait, derrière, on se dit, en fait, il y a pas tous si les... simple. c'est ça, tu te dis, exactement. mais à ce moment-là, t'es déjà dans les années 2000,
on est en Belgique. Je veux dire, pareil, ressort dans la rue. Alors, comment font ces femmes ? Et donc, tu vois, on a commencé à se dire, mais en fait, la volonté de se dire, on va mettre des personnes de différentes origines en cover sur les images diluées. Après, le processus pour le faire réellement, il n'est pas toujours évident. Non, Parce c'est qu'on sûr. nous dit, hein, on n'a pas de photographe, on ne sait pas. Ah, le make-up artist, je sais pas trop. Ah, je sais pas me fournir ce fond de teint-là, il n'est pas vendu en Belgique. Il faut le faire venir des US. Ah, la banque d'images, il n'y a que les blondes qui ont de l'acné. Et donc, tu as tous des petits freins comme ça au quotidien qui rendent finalement l'exercice, comme on disait, c'est un effort. Ouais, exactement. Alors que ça Ouais. coule de source. En Mais fait. j'avais lu un truc horrible sur la traduction des livres de médecine, parce que je pensais du coup à la dermatologie, au fait qu'il n'y a pas beaucoup de dermatologues qui connaissent les peaux noires, etc. Sur les livres de médecine qui étaient traduits vraiment, on est en 2023 là, je crois que c'était sur 2020, quelque chose comme ça, où les symptômes étaient traduits sur les peaux ou les réactions sur les personnes noires. Et donc, toutes sortes de maladies et plein de choses hyper graves. Hein. Mais donc, je sais pas, moi, tu deviens rouge ou je sais pas quoi, ou ton truc gonfle. Et en fait, sur une peau noire, ça fait pas du tout. Ou sur un corps noir, la maladie ne se manifeste pas du tout de la même manière. Et c'était aux États-Unis hyper récemment qu'ils ont enfin ouvert tout ce pan-là, traduit, etc. Donc, c'est vraiment c'est dingue. Et effectivement, on se rend compte que les couches, il y en a quoi. Sont infinies. Elles sont infinies. Ouais, tout à fait. Ben, on va peut-être On va passer... continuer. Ouais. Alors là, on va passer au piment. Donc les piments, c'est les petites phrases, les clichés que vous avez entendus durant votre parcours, qui vous ont motivé à entreprendre ou à exercer votre métier, les phrases de motivation que vous répétez par rapport aux femmes, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux services faits aux femmes. Par rapport aussi, justement, à toutes ces questions qu'on évoquait au début, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont réservés aux femmes ? Est-ce qu'il y a des secteurs où les femmes sont meilleures ? Est-ce qu'elles doivent rester dans ces secteurs-là ou justement est-ce qu'elles doivent essayer d'en sortir ? Voilà, toutes des phrases qui ont pu vous faire réagir, que vous avez pu entendre à ce sujet-là. Embaucher que des hommes, c'est du sexisme inversé. Qui a écrit ça ? C'était pas moi. C'est moi. Je sais pas pourquoi je fais ce suspense. C'est moi qui ai écrit ça. C'est la réflexion que je me pose. C'est la question que je me posais. T'as mis embaucher que des hommes ? Non, c'est Que des femmes, pardon. Que des femmes. Ouais, que des femmes. Oui, la logique du Voilà. jeu. Oui, C'est comme ça. quoi on y retourne vite dans les clichés. C'est ça. Je pensais justement à tout ce qu'on entend sur la discrimination positive et Les quotas, etc. Et que finalement, des fois, quand on parlait tout à l'heure de couleur de peau, etc., du racisme inversé, tous ces trucs inversés, machin. Donc je me disais, tiens, une boîte qui ferait l'effort d'engager spécifiquement que des femmes, est-ce que elle pourrait voudrait des femmes pour ce poste-là, par exemple. Voilà. Est-ce que ce serait aussi, ça pourrait aussi être perçu comme une forme de biais de genre et de sexisme inversé, quoi. Pour moi, oui. Pour moi, en fait, quand on rentre dans la catégorie de uniquement, il y a une forme de sexisme. Et ça vaut dans les deux sens. Ouais. Parce que c'est prouvé qu'on ne veut pas laisser l'opportunité pour différents types de postes, autant aux femmes qu'aux hommes. Donc oui, je pense que ça peut se voir des deux manières. Je soutiens les femmes et je soutiens le féminisme, mais jusqu'à une certaine limite de mon côté. Parce qu'en effet, selon moi, il ne faut pas dépasser cette limite du je ne soutiens que la femme et l'homme doit rester de son côté. Je pense qu'on a chacun des compétences, on a chacun des sensibilités, on est complémentaires. Et des hommes peuvent très bien avoir des aptitudes dans un rôle qui est vu plus pour une femme et vice-versa. Donc, je pense que si nous, on veut que les hommes s'ouvrent aux femmes, il faut aussi rester ouverte aux hommes. C'est pas inverser le vase, quoi. C'est pas inverser les vases. On a pas mal parlé de quotas sur certains plateaux ici. On avait fini par se dire que quelque part c'était un mal nécessaire, notamment quand on évoque la question du plafond de verre, parce que c'est quand même nécessaire d'avoir des représentations féminines qui permettent même aux toutes petites filles de pouvoir se projeter dans des métiers de la tech, par exemple, de pouvoir se projeter comme chef d'entreprise ou comme entrepreneur. Et voilà, tout le monde est assez d'accord que les quotas, on aimerait bien que ça n'existe pas.
mais que ça reste un outil qui permet de dépasser toutes ces barrières qui restent quand même fort ancrées. Est-ce que l'éducation ne vient pas aussi aider les petites filles à surmonter cette envie d'atteindre le rôle qu'elle a envie d'avoir en tant que femme entrepreneuse ou qui travaille simplement? Est-ce que c'est pas simplement la motivation qu'on va transmettre à nos enfants qui va les aider à juste se permettre de se voir où ils ont envie d'aller, plutôt que de se dire qu'on manque de femmes à certains rôles pour que les enfants puissent s'y projeter? Alors oui, ça doit être un des éléments, mais ça doit pas être le seul. Et donc, pourquoi ne pas plutôt essayer de se battre sur quelque chose qu'on peut changer tout de suite? Parce que pour moi, l'éducation, on peut y travailler directement, plutôt que d'essayer de venir placer des femmes... en tout cas assez de femmes là où il faut en placer pour que les enfants puissent se projeter. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt attaquer le sujet par un autre côté qui est tout aussi important? Ouais, je suis vraiment d'accord avec elle, où pour moi finalement les quotas, c'est peut-être utiliser des informations factuelles sur une situation maintenant, mais de dire qu'il faudrait un petit peu plus là ou là ou là, c'est travailler sur le problème de manière superficielle, parce que ça va continuer de cette manière-là. Alors, comme elle dit, pour moi, il faut retourner à la source qui reste l'éducation et ce qui est dit, parce que quand on regarde, c'est quand on est petit qu'on va dire une petite fille, elle va être une princesse et le garçon va être un pirate. Exactement. Tu vois, la petite fille, elle va porter du rose et le petit garçon, il va porter du bleu. C'est à ce moment-là que petit à petit, même inconsciemment, nous tous, qu'on construit en fait déjà ces stéréotypes-là. Et donc, si on veut voir ce changement qui puisse se faire de manière plus naturelle, sans que ce soit un combat en fait entre les hommes et les femmes, c'est d'amener la chose de manière naturelle en fait chez les enfants qui eux feront après la suite du travail, parce qu'entre eux ce sera naturel en fait, ce sera normal. Je pense qu'on se rend pas compte le nombre de mamans qui ont vraiment cet esprit scindé entre le garçon et la petite fille. Bêtement, j'étais en vacances la semaine dernière et il y avait une bouée, vous savez, dans laquelle on peut mettre les enfants, ils sont complètement Oui, les bouées de sécurité pour les tout petits. Et sur cette bouée, il était marqué bouée en anglais for boy and for girl. Oui. La bouée était jaune. Oui, c'est ça. Voilà. C'est même pas comme si elle était rose avec une unicorn à l'arrière. Elle était jaune, mais il était écrit dessus quand même pour garçons et pour filles. Des fois qu'on se poserait la question. Voilà. La question, est-ce que mon fils va pouvoir rentrer si ma fille peut rentrer? Et je pense vraiment qu'il y a encore beaucoup de mamans aujourd'hui et de papas qui veulent vraiment scinder l'esprit petit garçon, chevalier, pirate, cow-boy, dinosaure de la petite fille, Dora l'exploratrice, Peppa Pig, mais c'est justement là que quand ils sont tout petits qu'on leur apprend à se mixer. À comprendre qu'on peut, en tant que femme, avoir un rôle de pirate aussi. Exactement. Et en tant que garçon, être un prince. Et en même temps, on sait bien qu'il n'y a pas que les parents qui sont à la manœuvre dans sûr. l'intégration de tous Bien ces sûr, stéréotypes. C'est un travail d'équipe. Mais c'est Et un que travail même, d'équipe. voilà, moi je suis maman aussi et féministe depuis longtemps. Et malgré ça, je me rends bien compte que je dois déconstruire mes propres clichés. Alors moi, j'ai que deux filles, donc j'ai pas le comparatif. Si j'avais eu un garçon, sans doute que j'aurais plus senti ces trucs-là. Mais voilà, on sait que ça, c'est quand même même sur l'éducation, parce que tu dis on peut agir tout de suite. C'est quand même difficile. C'est un travail qu'on doit faire chez nous. Mais d'abord, c'est un travail à faire, exactement, de déconstruire nos propres croyances, parce que des fois, on s'en rend vraiment pas compte, bien sûr. fait. Moi, j'ai les deux, j'ai une fille, j'ai un garçon, et c'est vraiment avec mon fils que je me suis rendu compte de certaines réflexions où elles sortent, et puis, oups, non, tu vois. Et c'est sur des conneries. Enfin, ça vient déjà juste sur qu'est-ce que je vais acheter comme cadeau d'anniversaire à mon petit, et de se dire je vais acheter une voiture, ou je vais acheter un robot ou un truc. Ça a été une bataille chez moi, le jour où j'ai dit à mon mari, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas lui acheter en fait une cuisinière? Parce qu'il aime bien jouer à ça, non catégorique. Ça, c'est pour les filles. J'ai dû aller chercher sur Internet, dans les magasins, des photos où on montrait des petits garçons en images pour montrer, regarde, en fait, c'est normal, c'est chez tout le monde. Mais, et ce sont des discussions et des débats que j'ai eus avec énormément de personnes où, effectivement, alors c'est très vite,
le groupe des féministes à fond la caisse, et non, et pourquoi, et tout ça, ou de l'autre côté, on va dire les machos, mais il n'y a pas ce juste milieu de, les gars, est-ce qu'on peut pas se dire que tout le monde, finalement, peut juste rentrer dans une cuisine ou jouer avec des assiettes? Et je trouve que, c'est peut-être stéréotypé ce que je vais dire, mais je trouve que la Belgique est un peu en retard là-dessus aussi, vis-à-vis de l'ouverture d'esprit et de la communication enfant, l'ouverture de l'esprit de son enfant. Elle est encore franchement à travailler ici quand on compare aux États-Unis où vraiment je trouve que c'est des sujets qui traitent beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup plus de sujets qui traitent plus facilement. Ici, tout c'est toujours un petit peu délicat et on beaucoup a peur de tabous encore, de froisser. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça se ressent. Vraiment. Bon, moi, j'ai pas d'enfant. J'ai les bouées, naturelles, par contre. Mais, par contre, j'allais dire... Donc ça serait peut-être une solution. Le fait de voyager, Enfin, tout le monde ne peut pas voyager. Mais il y a des exemples à prendre ailleurs, selon toi, sur la manière d'aborder certaines questions 100%. ou les apporter plus vite 100%. Au devant de la scène. Mais c'est aussi quelque chose à quoi j'ai été confrontée, c'est ce genre de discussion. Ça peut vite tourner, en tout cas quand je les ai eues ici en Belgique avec des Belges, ça peut vite tourner en oui, mais bon, il faut pas exagérer non plus parce que sinon tu passes du côté non genré et ça devient too much et donc l'enfant est perdu et donc la fille ne sait pas si c'est une fille ou garçon. Mais en fait, non, là tu vas beaucoup trop loin et tu peux juste en fait arriver à mixer tous les univers pour en créer un et que l'enfant se développe dans son propre univers, celui qu'il aura choisi lui. Mais ne développe pas ta fille dans une boîte rose et ton petit garçon dans une boîte bleue, quoi. C'est le concept du gender reveal où c'est le ballon bleu ou le ballon ça, noir. il faut qu'ils arrêtent. Ça pourtant, ça vient de là-bas. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec le côté éducation, mais je trouve pour moi que le premier point à agir, c'est l'école. Parce qu'en fait, avec mon mec, on est hyper attentif à ces questions-là. On essaye même presque parfois aussi à l'inverse. Elle veut être en princesse, notre premier réflexe c'est de lui dire non. Alors on essaye de trouver un juste milieu entre elle a le droit d'aimer les princesses, mais il faut pas juste qu'elle se dise que c'est sa seule option. Mais je trouve qu'au niveau de l'école, c'est, je vais presque dire stupéfiant, comme dès l'accueil, elle revient. Ma fille va à l'école depuis le mois de septembre 2022, donc ça fait même pas un an. Elle commence à verbaliser des choses et elle a des réflexes qui sont ultra genrés et qui viennent de là. Et je me dis rien que l'exemple que en maternelle, ce ne sont que des professeurs. Ce ne sont que des femmes. Oui, on apprend directement que le care, c'est pour les femmes, que prendre soin des enfants, c'est pour les femmes. Voilà, tout ce qui touche à l'enfance, c'est monsieur le directeur. Là, ce sont des institutrices. Donc ça, c'est pareil. Je pense que c'est aussi... Est-ce qu'il y a beaucoup d'instituteurs masculins qui se présentent pour faire les maternelles? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le monde du recrutement, ni dans ce monde. Mais je me dis... Waouh, elle est rentrée à 2 ans et demi en accueil seulement, et déjà là, le spectacle de fin d'année, j'adore son école, elle adore son école, ses profs sont géniaux, c'est plus une critique du système en tant que tel, mais première année d'école, en pré-maternelle, le thème du spectacle de fin d'année, c'est princesse et chevalier. Mais moi, je suis hyper pour le thème. Si le truc est, il y aura des princesses et des chevaliers et votre gosse peut choisir ce qu'il a envie d'être. Non, c'est précisé que les garçons seront les chevaliers et que les filles seront les princesses. Donc moi, j'avais une gamine qui demandait pas à s'habiller en rose, qui était pas plus que ça. Bon, moi, évidemment, je suis girly, je me maquille, donc elle aime bien le maquillage, mais bref, qui aujourd'hui, à chaque occasion où elle peut se déguiser, elle veut être une princesse. Aujourd'hui, c'est une obsession. Et alors que l'année passée, à la crèche, je l'ai fait en sachet de thé, elle était ravie. Tu vois, et je me dis, ça va vite. Ils sont vite dans ces clichés-là. J'aime pas les garçons ça pousse, et blablabla. Et c'est vrai que... Voilà, ça c'était pour moi l'école. Je trouve que tu as beau fait tous les efforts que tu veux à la maison, à un moment tes gosses ils passent 8 heures par jour à l'école, bien sûr. Voilà. Surtout qu'en maternelle, on sait que les enfants, ça se voit très fort à cet âge-là. Hein. C'est l'âge de la normativité, justement. Ils aiment bien classer les choses dans des cases. Alors, c'est pas seulement sur les questions de genre. C'est vraiment, c'est normal, c'est leur développement psy à ce moment-là. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas un truc très volontaire de l'école de dire, OK, en fait... La question de genre, c'est pas des cases, justement. On a le droit d'aller un petit peu dans tous les codes, dans tout... S'il n'y a pas un truc
hyper engagée là-dedans, en fait, c'est une machine à reproduire les stéréotypes. Surtout qu'elle se pose des questions dans la semaine, je sais plus comment c'est venu, mais à un moment je lui dis, toi tu veux faire quoi plus tard? Mais bon, ça ne veut rien dire, hein, elle a 3 ans. Mais elle me sort quand même, dis-moi je vais être pilote d'avion. Mais on venait de lire un livre avec une petite fille qui allait dans le ciel et tout. Et je lui dis, c'est hyper cool comme métier. Et là, spontanément, elle me sort, je sais pas si c'est pour moi. Je sais pas si je peux. Et je dis, pourquoi? Mais je sais pas, c'est peut-être pour les garçons. Ouais. Et je lui dis, ah bon, je lui dis, mais pourquoi? Dans le livre, c'est une petite fille qui va dans un... Mais elle parle très bien pour son âge, mais quand même, à 3 ans, elle n'est pas capable de me dire oui, mais c'est parce que je... Alors, je pense qu'il y a une représentation mentale. Je me dis, elle se pose quand même, malgré son petit âge et son peu de vocabulaire, elle va me dire... Ça m'a frappée, je me suis dit, elle me verbalise qu'elle veut être pilote d'avion, et tout de suite après, elle me dit, je ne sais pas si je peux, le côté autorisation. Je me suis dit, alors évidemment, là, tu peux faire ce que tu veux, j'étais en train de l'engueuler. Motivation moment. Ne pose pas ces questions-là, fais ce que tu veux. Enfin, voilà. Mais, et puis je trouve, par contre, là, moi j'ai un seul enfant, c'est une fille. On s'est fait la réflexion avec mon compagnon, donc elle va à des activités extrascolaires qu'on peut encore faire avec elle. Et il y a des couples qui ont des enfants du même âge, qui sont donc le papa et la maman, avec le garçon et la fille, frères et sœurs. Et on trouve ça assez frappant à quel point on n'éduque pas ses enfants de la même manière. Beaucoup de personnes, en tout cas, quand c'est un garçon ou une fille. C'est-à-dire que les parents sont beaucoup plus stricts avec la fille si elle n'attend pas la fin de la consigne. Alors que le garçon, on le laisse se lever, courir, à la limite aller faire une connerie, et on se regarde un peu entre parents en mode, c'est un garçon. Il est un peu Mais fou, en il est un fait, peu... non. Et autant la petite fille qui va faire la même chose, on va trouver qu'elle est turbulente. On dit, moi je trouve, et ça c'est un biais inconscient, mais que je me rends compte, je suis tout le temps, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de lutter, mais je dis tout le temps à ma fille, doucement. Tu vois alors que c'est un enfant qui a besoin de se défouler, mais c'est vrai que j'ai cette idée, c'est une petite fille, donc je lui dis, fais doucement, fais attention aux autres, et j'ai des copines, j'ai eu cette discussion avec des copines qui ont des garçons et des filles, et c'est vrai qu'elles sont un peu plus en mode, genre un mec c'est inévitable, qu'il soit turbulent, qu'il pousse, ça fait plus de bruit, c'est un mec quoi. Oui, c'est un petit mec. Mais en fait, il est comme ça, parce qu'à lui tu lui dis pas doucement, fais attention aux autres toutes les 4 minutes, alors que la fille, on la cadre. Moi, j'ai des copines qui ont des garçons, enfin une copine qui a des garçons, qui m'a dit, parfois quand ils sont turbulents, je me dis, ce serait plus simple si j'avais des filles. Et puis je pense à tes filles, à toi, en parlant de moi, et je me dis qu'en fait non. Et là, je me suis dit que j'avais quand même réussi Mais il y avait cette étude, je ne sais plus le pays et tout ça, mais je trouvais que les résultats étaient incroyables. On s'est partagé l'article avec mon mec. Ils avaient fait une étude, je ne sais pas extrêmement précise sur les âges, mais globalement, ils avaient séparé dans des appartements, alors qui étaient relativement sous surveillance avec des caméras. Mais donc, il y avait, genre, tu vois, Je vois très bien. 10, C'est un très chouette format, c'est très drôle. Je pense qu'ils avaient quand même moins de 10 ans, mais des garçons et des filles. Chaque groupe dans un appartement. Alors évidemment, ils n'étaient pas lâchés en pleine nature, mais l'idée, c'était un peu de voir pendant une semaine, genre, comment ils se débrouillent. Ouais. Et donc, pour raccourcir l'histoire, on leur livrait des courses, etc., etc. Alors, l'expérience pour les garçons a dû même être écourtée parce que c'était presque la guerre civile. Ils avaient défoncé la déco, ils n'avaient rien rangé, rien nettoyé, personne ne s'occupait de personne. Il y avait des bagarres, etc. Les filles, il y a eu 24 heures, 48 heures, un peu de tension, de trucs, de machin. Et puis, elles se sont organisées. Elles ont créé une communauté. Il y en a, les plus grandes essayaient de cuisiner. Quand il y avait une petite qui était triste parce qu'il n'y avait pas si, elles s'en occupaient. C'était rangé, c'était nettoyé dans les proportions d'enfants de cet âge-là. Mais tu te dis, ça c'est quand même éducationnel qu'un moment, dès le plus jeune âge, on dit aux filles, je l'oblige à ranger, à nettoyer, à m'aider, à débarrasser. Et j'ai l'impression que là, si tu me dis, mais si tu avais eu un mec, tu aurais fait pareil. Sur certains points, oui. Mais je pense que si ça n'avait pas abouti, je le vivrais moins comme un échec. Pour moi, c'est très important. Là, c'est les clichés intégrés. C'est très important que ma fille soit calme, polie, gentille, qu'elle fasse attention aux autres. J'ai ce réflexe quand il y a un petit garçon, un enfant qui pleure, lui dire, va l'aider, aide-le. Ce côté, s'occuper des autres. Tu vois ?
Finalement, moi, dans ce que j'entends, c'est pas tellement ça qui est le problème, c'est plus le fait que l'inverse n'est probablement pas fait. Oui, Parce qu'en c'est fait, ce que tu Moi, décris c'est la là, réflexion que je me fais, ouais. c'est des belles valeurs. Mais en fait, Oui, c'est ça. il faut Le que fait ça d'aider soit- les autres, par Voilà. exemple. Bon, Voilà. et puis de quand faire c'est doucement, face à un ouais, c'est mieux qu'elle tombe pas. Enfin, tu vois, il y a des Oui, trucs oui, c'est vrai. qu'on peut considérer comme positifs. Et je pense que, oui, le plus gros problème, c'est qu'en face, les garçons ne vont pas du tout être éduqués à cette Exactement. même bienveillance, à cette même empathie. Avec à le côté paradoxal où un garçon qui va être très calme, très empathique, il va aussi être catalogué genre... Oui, parce qu'il répond Oui, pas aux exactement. codes, Il est un peu efféminé. Il est... Il a été trop... Tu vois, t'as vu, il y a quelqu'un qui a pleuré, il a été lui faire un hug, à mon avis, C'est ça. Et ça aussi, sur la question C'est de extrêmement l'identité cliché. sexuelle et du Ouais. fait que les garçons qui montrent ce genre de qualité, on va le dire On va clairement, dire le terme. à l'école, Oui, voilà, moi je le vois tout à dans la fait. cour de récré chez mes filles, voilà, c'est Oui. quand même compliqué les insultes qui Mhm. tombent Ouais. sur ces petits garçons-là, quoi. Non, mais parce que, et peut-être qu'aussi, si on est toujours dans cette idée de l'éducation, c'est que peut-être qu'il est vraiment efféminé, peut-être qu'il est vraiment gay. C'est-à-dire que, vu que les parents n'éduquent pas les enfants à être aussi sensibles et aussi doux, etc., finalement, les seuls qui le sont peut-être, pour quelques-uns, naturellement comme ça, mais peut-être parce que justement, ils ont une grosse part de féminité en eux, et du coup, sujet à ce qu'on se moque, à ce que... etc., etc. Mais c'est vrai que... Ma fille, elle dit, quand on me traite de garçon manqué, je dis que je suis une fille réussie. Ah, ça c'est bien. Voilà, Beau boulot. ouais, Voilà, beau boulot, oui, tu peux être fière. bien. Camille fait bien les piments et l'éducation. Ouais. à présent. Alors, si deuxième c'est moi. enfant... Ouais, je me disais bien attends. qu'il y a personne qui allait pouvoir lire mon Si écriture. deuxième enfant, il Il y y a, a. c'est de ton côté que le travail devra diminuer. Ah. C'est ce que Bah mon oui. mari m'a dit il y a pas longtemps. Ah ouais. Et ça m'a... Mais viré, hein. Non, je peux... Lui, il estime qu'il est au max de sa charge parentale. C'est ça que, Ah ouais, que tu ouais. veux dire? Ouais. Mais c'est même pas ça, c'est que lui, il considère que c'est l'homme qui ramène l'argent dans la famille. Et alors, clairement, aujourd'hui, il gagne mieux sa vie que moi, mais il est consultant, il travaille pour différentes sociétés. Moi, j'ai la mienne, donc on a deux profils similaires, mais en même temps, dans une activité très différente. Mais il y a cet automatisme, cette logique dans sa tête qui fait que si deuxième enfant il y en a clairement un des deux qui va devoir diminuer, même si aujourd'hui on a la chance de pouvoir s'offrir une nounou qui nous aide, clairement, elle va pas pouvoir tout gérer à notre place et je pense qu'on a quand même envie de passer du temps avec eux, mais lui, la logique fait que c'est moi qui vais devoir diminuer. Et chez moi, ça crée une énorme frustration parce que c'est retour en arrière, quoi. J'ai l'impression d'être dans Les Visiteurs, celle qui court avec son grand poil, ouais. Et je me dis, c'est pas possible qu'on en soit encore là aujourd'hui et que la première solution que tu proposes à ce genre de cas de figure, c'est-à-dire un deuxième enfant, c'est que ce soit moi qui step back. Dans ta carrière, Moi, ouais. mon agence que j'ai développée compte autant pour moi que toi, les activités que tu as aujourd'hui et dans lesquelles tu travailles. Donc, en fait, ça doit d'abord être sujet de discussion avant que le choix il soit fait. Ouais. Mais c'est plus facile à dire que... Surtout si je peux me permettre, de ce que vous racontez, et d'ailleurs les autres plateaux aussi, il y a vraiment une corrélation importante entre un alignement qui est important et une notion de bien-être dans votre travail, etc., qui a tout son sens et qui fait que... un équilibre. Exactement. Donc au-delà de prendre plus de temps pour s'occuper d'autres choses, etc., c'est aussi une part de bien-être avec laquelle il faut dealer. Et ça, c'est vraiment un point commun avec moi, je pense quasiment toutes les personnes qu'on a reçues ici. Bon, évidemment, l'entrepreneuriat, ça arrive souvent à un moment où on essaye on répond à une problématique qui a souvent été d'abord interne, mais c'est souvent le fruit justement d'une volonté de développement personnel, de se sentir épanoui, d'avoir un métier qui fait du sens, etc. etc. Et donc, c'est bien plus que juste travailler et dire gagner je de l'argent. rapporte et gagner de l'argent. Mais après, c'est aussi compliqué, je trouve. En tout cas, de mon côté, c'est compliqué parce que j'ai aussi cette envie d'être là pour ma fille aujourd'hui, puisqu'elle est seule. J'ai envie d'arriver à prendre du temps pour elle, à sentir, à ce qu'elle sente que je suis disponible. Et donc, j'ai cette envie d'être là. Mais j'ai pas non plus envie de perdre... La question à se poser, c'est peut-être aussi pourquoi c'est une envie qui t'anime toi et qui n'anime pas son papa. Parce que, de nouveau, je pense que son papa est né dans une famille qui est très
Alors là, l'expression, elle va être juste, c'est vieille France. Et donc, case, vraiment, grande case. Tu me parlais de débarrasser. Le mec s'est jamais levé d'une table pour débarrasser une assiette. Et s'il le fait, limite, sa mère va lui dire non, reste assis. Surtout pas fait pas mal. Mais je peux pas lui en vouloir. Aujourd'hui, je l'éduque au jour le jour. Je fais son éducation. Je suis assez fière de moi. Ça marche. Mais donc, il est vraiment né dans cette... de ce concept de case. Et donc, pour lui, c'est logique que ça fonctionne comme ça. Et voilà, c'est l'éducation. C'est toujours ça qu'on revient. C'est l'image qu'il a eue de ses parents. C'est l'image que ses parents ont eu. Et tu peux même pas lui en vouloir parce que c'est ce qu'il a vu, et qu'il a intégré, et que c'est devenu sa logique et sa vision du monde. Et selon lui, ça a fonctionné parce que ses parents sont toujours ensemble aujourd'hui et tous ses sœurs sont heureuses. Ma mère n'a pas été malheureuse de s'occuper des enfants. Ma mère est heureuse de débarrasser, de remplir le lave-vaisselle, donc tu le seras aussi. Quoi. Ouais, moi je partage moins cette idée de on peut pas leur en vouloir. Je trouve qu'il y a quand même... On est d'accord, mais je lui en veux. Hein. Voilà. Je lui en veux de pas avoir les corones, à un moment donné se dire que je suis un mec, je suis née dans une famille, mais on est en 2023. Ouais, c'est un peu simple pour eux, ils sont dans la position la plus confortable et ne nous posons pas trop de questions parce que bon, tu comprends, j'ai été éduquée comme ça, quoi. Attends, il y a un moment quand même, vous êtes plus malin que ça, quoi. Le fait qu'il ait eu une fille. Parce que mon mec, il est pas comme ça, et spontanément, il a dit, moi, je vais prendre un mois de congé de pâtes, alors c'est jamais assez, mais tu vois, il a vraiment cette envie de savoir s'occuper de sa gamine tout seul et tout, donc je le trouve assez moderne là-dessus, il a plein de défauts, hein. J'arrête pas de lui dire, mais pas là-dessus, c'est vraiment un papa qui a envie, alors... il est très intelligent, il est très brillant, il est beau, un super poste et une super carrière, blablabla, mais en même temps de ça, pour lui, c'est tout à fait compatible de prendre un mois de congé de pâtes, s'occuper de sa fille, blablabla. Ah non, pas lui. Donc là-dessus, pas, mais je pense que le fait d'avoir une fille et de voir, par exemple, ces clichés, ça le... je pense ça le trigger, ça le challenge un peu. À un moment, il se dit, mais... Moi, j'ai finalement, pas envie que ça s'ancre chez lui, quoi. C'est pas juste un problème de société. Je pense qu'il y a certaines réflexions qui lui viennent parce qu'il a une fille, qu'il aime plus que tout et à qui il veut que toutes les portes soient ouvertes, etc. Et qui se rendent compte que par l'éducation, par l'école, par certaines réflexions de petits garçons, blablabla, que ça l'enferme. Et donc lui, tu vois, moi, le truc de l'école... Je trouve ça juste tellement cliché, mais bon, voilà, c'est tout un système scolaire. Moi, je vais pas commencer à aller faire la mère chiante, je devrais peut-être, hein, mais voilà, j'ai pas les nerfs, j'ai pas le time, d'aller dire, alors excusez-moi, mais c'est quand même un peu blablabla. Donc moi, je suis là, c'est bon, on cadre autour, on lui explique que là, c'est la thématique, mais qu'il y a d'autres objectifs dans la vie que d'être une princesse. Mais lui, c'est vraiment un truc, il revient souvent là-dessus, vraiment, ça le... Et lui, il va plus... Donc c'est hyper cool, mais je pense que ça le, comme tu dis, ça le challenge, ça le trigger, parce qu'il a eu une fille. Est-ce que si on avait eu un garçon, il prendrait plus conscience des clichés ? Je pense que non. Je pense que c'est le fait qu'il ait une fille et que lui, s'il a envie d'être pilote d'avion, CEO d'une multinationale dans la mécanique, enfin bref, qu'elle peut tout faire. Et là, le fait que dès si petite, ça la cadenasse, il est là, mais enfin, c'est quand même dingue ce qu'on impose aux filles. Ouais, c'est par réaction. Voilà. Et donc ça, je trouve ça mignon et un peu marrant. Parce que, tu vois, en tant que femme, je me dis, mais d'où tu sors ? Oui, c'est partout, tout le temps. Regarde dans ton boulot, regarde les trucs, les machins. Tu vois, il y avait eu cette vidéo très bien faite avec l'actrice de Sex and the City, là. Cette vidéo féministe sur le fait d'être une femme avec tout ce qu'on nous impose. Moi, cette vidéo, elle me fait les larmes aux yeux et les poils à chaque fois. Ah oui, je crois que je vois. Elle liste... Sex and the City. Oui, avec tous les clichés qu'il faut être... L'avocate, exactement. Je vois pas la vidéo. Miranda. Oui, mais si, c'est dans le... C'est Miranda. Oui, c'est pas... Elle s'appelle mais bon, bref, cette vidéo, je lui ai montré et je lui ai dit, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ça, être une femme. Avec tous les clichés qu'on t'impose, tout, faut être belle, mais pas sexy, pas vulgaire, suis la norme, différencie-toi, mais pas bleu les cheveux. Enfin, tu vois, c'est ce genre de vidéo. Et je lui ai dit, ça... Si on bouge pas les codes, en tout cas si on l'encadre pas, ça va être la vie de notre gamine. Tu vois, il était un peu là. Là, genre, ça l'a touché. Voilà. Il s'est jamais posé la question de ce que sa mère, sa sœur ou moi, on avait eu comme injonction. Mais là, quand c'est sa fille, c'est quelque chose qui le... ça le tend. Ah ben enfin. Ça. Mais est-ce que
par rapport à ce truc justement de qui prend congé ou quoi, est-ce que ça peut pas être aussi parce que lui a toujours visualisé sa vie comme ça une fois qu'il serait père, indépendamment du fait que ce soit une fille ou un garçon? Je pense que ça le Je rend pose- fier de Ben, se dire je suis le patriarche Ouais. qui est Parce que pour sauve moi, la il y a famille, beaucoup ouais. de là aussi. Si je regarde, si je dois comparer avec mon mari est un bon macho, bon africain qui coche toutes les cases possibles et imaginables. Il est très bien aussi. Je suis toujours amoureuse de lui, n'est-ce pas? Mais il y a une chose, par contre, c'est que c'est un papa poule. Enfin, littéralement, c'est des fois des sujets de discussion. Je lui dis, mais en fait, moi, je suis juste... la mère pondeuse, mais je suis pas la femme ou quoi, parce qu'il est littéralement des fois père avant même d'être mari, parce que c'est vraiment dans son ADN. On s'est mis ensemble, il me parlait des projets qu'il avait, de quand j'aurai un fils, on fera ça, quand j'aurai une fille, Il ce sera plutôt idéalise, comme ça ou quoi. Et donc, c'est hyper logique et normal pour lui de prendre congé de paternité. Moi, je suis genre... une chose que j'avais dit, c'est avant même d'être mère, je suis une femme et je suis moi. Et je suis malheureuse en congé de maternité. J'ai besoin de parler avec des adultes. Je ne sais pas être H24 avec un bébé. Ça ne me va pas. Je veux bien un peu, mais vraiment. Et quand j'ai repris le travail, ça a été facile de lui demander, tiens, écoute, est-ce que tu peux passer en 4/5e? Parce que moi, je voudrais pouvoir reprendre et mon full-time et tous mes projets dans tous les sens, mais j'aurais quand même besoin qu'il y ait un jour par semaine où tu es là toute la journée, où c'est toi qui gère. Et ça n'a pas été de problème. Et c'est moi qui ai dû lui demander, bon, maintenant, c'est bon, t'es trop à la maison, tu peux reprendre ton full-time. Et chacun un peu dans son truc, j'aimerais bien retrouver mon espace. Mais c'est littéralement parce que quand j'en discute avec lui, il y a ce truc de... Dans sa vision à lui, et même avant, il m'a toujours dit, moi, c'est comme ça que je voyais ma vie, en fait. Je voyais ma vie où, du côté professionnel, ce serait plutôt comme ça. Du côté familial, voilà comment ça allait être. Et je me dis, c'est des fois des discussions qu'on n'a même pas assez souvent, parce qu'au final... J'aime bien dire que pour chacun, il y a l'autre chacun sur Terre, tu vois. T'as des femmes qui sont en mode... allez, leur rêve, ce n'est entre guillemets que ça, sans vouloir être péjoratif, c'est moi je rêve de pouvoir me marier avec quelqu'un et d'être la mère des enfants et de prendre soin de la maison et ceci et cela, tu vois. Et je me dis que du coup pour quelqu'un, elle dit séparez-vous et non pas du tout. Je pense que c'est non pas du tout, mais c'est vraiment jamais. c'est ce côté de la vision, tu vois, et à un moment de pouvoir discuter. Moi je me dis vraiment que je sais que ça fonctionne avec mon mari parce que c'est pas du tout un carriériste. Alors que quand j'étais plus jeune, je me disais, il me faut absolument un gars qui kiffe sa carrière et son truc et tout. Mais aujourd'hui, je me dis, mais on serait plus ensemble, ce serait mort parce que tu peux pas avoir les deux comme ça. Si tu veux en plus de ça construire une famille. Et comme toi, tu vois, j'ai ce côté de, j'adore mon travail. Enfin, pour moi, travailler, c'est jouer. J'aime même pas ça travailler, mais j'adore d'avoir du temps avec mes enfants et j'aime bien de pouvoir avoir cette liberté de me dire, je jongle. Alors, je vais avoir des journées où je regarde pas et je bosse jusqu'à 11h du soir, mais j'en ai d'autres où je suis en mode à 3h, j'ai envie d'être avec les enfants, venez, on se fait un truc ou quoi, tu vois. Donc, mais je sais que ça fonctionne en tout cas, du coup, pour moi, parce que mon mari, lui, il est plutôt en mode, mon taf, c'est mon taf. Quand l'heure est finie, il faut pas me parler, c'est fini, tu vois. Ouais, non, le mien, pas lui. Bitches, c'est toi, get stuff done. En fait, qui t'a dit ça? alors c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est une citation que j'avais vue dite par une actrice et qui me parle dans mon boulot, dans le sens où, comme on discutait tout à l'heure, la presse féminine est très très cliché. On est souvent un peu vu comme des nanas écervelées, sans cervelle, qui passent leur journée à mettre du vernis et à faire comme ça. Et donc, au début, je défendais beaucoup ce qu'on faisait, les motivations, le contenu, blablabla. Je continue à le faire. Mais en fait, je me rends compte que les gens qui pensent ça, ils sont un petit peu fermés et limités. Et je prends de moins en moins de mon temps et de mon énergie. Je me dis, tant pis pour eux. Et Bitches Get Stuff Done, c'est en mode, en fait, on fait notre taf. On le fait bien. On a toutes des diplômes, on a toutes des profils différents. Moi, je traite la beauté, je ne fais pas que faire des reviews des 10 meilleurs vernis rouges. J'interviewe des médecins, c'est une matière qui est plutôt scientifique. On parle de dermatologie, on parle de peau, on parle de problèmes médicaux aussi. Donc voilà, j'estime que le contenu, il est dans la presse féminine
parfois très léger, avec un côté shopping consumériste et très léger, mais il y a aussi plein de sujets qui parlent de la santé des femmes, de la sexualité des femmes, de problèmes sociétaux liés à la loi aussi, enfin voilà. Et donc c'est un peu ma phrase en mode, t'as beau nous prendre un peu pour des bitches un peu superficielles, mais en fait on fait le taf et il est bien fait. Ouais, c'est ça. Et moi je prends plus mon temps à faire oui mais bon tu sais, parce qu'en vrai moi, mon mec et moi on est dans le même secteur, on a fait nos études au même endroit et on a le même diplôme. Le cliché c'est que lui il fait la presse généraliste et que moi je fais la presse féminine. Mais on a le même diplôme en fait. Et au début on était ensemble, les gens qui nous rencontraient, je vais cramer mon deuxième piment mais ça va tellement bien dans la suite. On rencontrait des gens, voilà, et qu'est-ce que tu fais? Et donc mon mec il disait bah voilà, je suis journaliste, là après généraliste, génial. Et donc parce que autour du journalisme il y a quand même aussi un petit côté waouh, il voilà, écrit, et tout. il est intelligent. C'est ça, il y a quelque chose quand même encore un peu prestigieux là-dessus. Et puis voilà, et toi Marie? Moi aussi je suis journaliste. C'est cool, tu bosses où? Je dis moi je suis au L Belgique. Silence. Mais c'est sympa, mais t'inquiète, faut bien commencer quelque part. ouais. Et là, je disais, mais moi j'ai commencé où je voulais finir. Donc quand j'explique que j'ai fait des études universitaires pour être journaliste spécialisée en beauté, il y a un bug. Il y a un bug général. Genre, mais je pensais être esthéticienne. J'ai dit mais moi j'ai les deux, j'ai fait mes études universitaires et puis j'ai fait des études de cours du soir en esthétique et tout. Je dis pas si facile parce qu'ils ont des cours d'anatomie comme la première médecine et tout. Et les gens sont un peu là. Tu veux pas tu veux ok. Bien pour toi. Tu vas rester là-dedans. C'est ce que tu aimes. Mon mec à qui on demande non tu couvres la guerre et tout. Non moi je fais plutôt du dex, coordination et tout. On me dit tu testes beaucoup de spa alors. Je dis alors j'en teste mais c'est vraiment... mon boulot est pas sexy. Voilà. En fait, je suis souvent derrière mon ordi de très très longues heures et non on ne fait pas que des... Enfin vraiment les gens pensent qu'on passe notre temps à se mettre du vernis et à ricaner entre meufs. Mais voilà, moi j'ai décidé que maintenant c'était un peu ma phrase du boulot, genre en fait cause toujours. On fait notre taf, on le fait bien et moi j'ai plus à me justifier en fait face à des gens comme ça. Ouvre un magazine, lis le site. C'est ça. Oui, et après En fait, aussi le travail d'éducation. Petite parenthèse, les esthéticiennes peuvent aussi être très intelligentes. C'est comme partout, il y a des journalistes très cons et il y a des journalistes et des esthéticiennes très intelligentes. C'est ça. C'est un moment, t'aimes bien ce que tu fais. Moi, j'ai envisagé d'être esthéticienne à la base. Puis après, quand même toucher les autres, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Donc, j'étais pas assez dans le don de soi et tout ça. Donc, j'ai d'abord fait la presse et puis j'ai fait ces études-là. Mais j'y suis aussi un peu allée en mode, avec mon diplôme universitaire, en 3 semaines, c'est plié. J'ai dû prendre des jours de congé pour étudier quand même. Parce que, voilà. Donc, tous ces clichés que les esthéticiennes, c'est que des connes et que les journalistes de presse féminine, je savais pas qu'il fallait sont pas très loin. En fait, ça reste un média, donc oui. On a fait les études qui correspondent à ce média. Et pour le petit cliché, on se pose pas la question avec les journalistes qui couvrent le sport. Le sport, c'est prestigieux, c'est très intéressant. Voilà. Mais la presse féminine, quand même, de quoi tu vas parler? C'est ça. Désolée, mais une interview dermato, c'est pas plus con qu'une interview sur des résultats sportifs. Non, au clair. niveau de changer le monde, on est un peu sur la même chose. Level, donc voilà. C'est ça. Mais j'allais dire, c'est ça aussi tout le travail. Tout à l'heure, on parlait d'éducation, déjà d'éducation aux enfants. Et puis après, il y a aussi l'éducation, effectivement, de son entourage, des gens autour de soi. Et oui, il y a cette question de jusqu'où on doit aller pour éduquer les autres, pour se justifier. Est-ce que c'est... Oui, mais du coup, est-ce que c'est important de rétablir ce genre de vérité ou de dire les choses concrètement pour que les gens comprennent et que ça se passe différemment? Ou est-ce que effectivement à chacun de faire son travail d'éducation et nous on vit, on est qui on est et puis les autres ils ont qu'à lire, ils ont qu'à avoir j'en sais rien moi j'ai un moment se concentrer sur ce que tu fais en fait, tu vois l'énergie à un moment je veux dire elle peut être limitée, voilà donc les gens s'éduqueront, enfin même s'ils le veulent pas, il y a bien un moment ils verront que Diane elle fait ça, l'autre elle fait ça ici et je savais pas que c'était tu vois je savais pas que c'était possible il y a un moment ça va plus se voir parce qu'ils voient quelqu'un occupé dedans ou un groupe de plusieurs personnes
personne qui monte et qui est tout le temps occupée là-dedans. Ça va avec le fait que l'activité en soi fonctionne. Par exemple, moi, j'ai vraiment eu ce truc-là aussi. Au début, moi, j'ai une boîte de services de maquillage et je devais tout le temps prouver, mais parce que je devais le faire pour que ça démarre, pour avoir un prêt, pour ceci, pour cela. Et donc, j'étais obligée de faire mon pitch sans arrêt, de prouver qu'en fait, si je pouvais aligner 2 phrases et que, oui, maquilleur, c'est pas uniquement les pinceaux, c'est aussi tout un travail. En tout cas, quand tu as une boîte, de compte, enfin, tout ce qui va avec le fait d'avoir une entreprise, quoi, etc., etc., etc. Et du coup, j'avais cette volonté de tout le temps... parler pour ma cause, pour les autres qui sont dans cette situation, etc. Jusqu'au moment où, en fait, tu es effectivement plus dans le faire, t'as moins le temps, en fait, oui. Blablabla. Mais parce qu'aussi, ça fonctionne un petit peu, et donc t'as de quoi vivre, de quoi avancer, et moins le temps, peut-être, pour justifier. Mais selon moi, c'est aussi le luxe de la position de la personne qui ne doit pas le faire, quelque part. Mais par contre, moi, je pense aussi que les gens... entendre ce qu'ils veulent entendre dans ce que tu dis. Oui, ça aussi. Donc je pense que s'ils sont pas prêts à entendre que ce que tu fais, ça requiert de l'intelligence et des études, des réflexions et du travail. En fait, et si le déclic il est pas chez eux, tu peux dire ce que tu veux, ça passera pas de toute façon. Donc je pense que perdre son temps à essayer de convaincre les autres que ce qu'on fait ça a de la valeur, ça sert à rien. C'est qu'on manque peut-être un petit peu de confiance en soi. Si on a confiance en soi, il faut juste avancer et pas se tracasser parce que et tu tomberas sur des gens qui Jean-Michel @yahoo.fr pense de ton dernier article. Il est là, il t'entend peut-être. Jean-Michel. Qu'est-ce qu'un homme pourrait apporter dans une équipe de femmes ? C'est plein de trucs. Oui, parce que je vous entendais dire toutes les deux, c'est pas notre choix, etc., etc. Pourquoi est-ce que ça vous manque ? Alors pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce que, en tout cas, à la rédac, même s'il y a des profils différents, ça reste quand même assez homogène au niveau du staff. Et que parfois on se pose des questions sociétales, même si on essaie de les angler pour les femmes, et que je trouve que c'est intéressant de percevoir comment un homme voit la situation, comment un homme voit une loi qui passe ou justement qui ne passe pas. Je suis aussi de la team où plus on implique et éduque les hommes dans un certain sens, plus ça peut avoir de poids dans la société. Moi, je pense que le fait d'avoir une fille, ça a rendu mon mec plus féministe qu'il ne l'était, sans que ce soit un macho avant, mais peut-être moins concerné, entouré par des femmes qui réussissent et donc en mode, en fait, ça va. Et puis, je me dis, là, il va peut-être aller plus au créneau sur certains trucs. Et donc là, moi, je pense qu'on se pose des questions. Je n'ai pas vraiment d'exemple concret comme ça qui me vient, mais sur la sexualité, sur le droit des femmes à l'avortement, sur le droit des femmes à la contraception, le côté aussi dans les banques. Enfin, on a fait des articles sur plein de sujets, notamment pour une femme, quelle est finalement, si tu veux te lier à quelqu'un, que ce soit par le mariage, par le concubinage. On a fait des articles comme ça très informatifs sur quels sont tes droits, tes devoirs, et finalement quels sont les arrangements qui pénalisent le moins les femmes. Tu vois, des arrangements légaux, etc. Donc, et je trouve ça intéressant de pouvoir en discuter avec des mecs dans la rédaction, même la manière dont on traite la beauté, la manière dont on traite la mode, d'avoir un regard aussi masculin, pour pas être trop dans le cliché des meufs qui parlent entre elles aussi. Parce que je pense lutter un peu contre l'entre-soi et... Ouais, je pense que lutter contre l'entre-soi, c'est toujours une bonne chose, en fait. Peu importe le sujet. Toi, Virginie c'est horrible ce que je vais dire. Je pense que de mon côté, tout ce qu'un mec pourrait apporter à l'agence, c'est nous faire signer des clients qui sont aussi basiques d'avoir besoin d'un homme à table que pour être convaincu. Et donc, en fait, j'en veux pas de ces clients. Stratégie. Donc, au final... Donc, au final, t'es bien comme public, si tu m'entends. Non, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on se débrouille très bien comme l'équipe est faite aujourd'hui. Donc... oui, je serais ravie d'avoir un homme ou un jeune homme dans notre équipe pour compléter les mentalités, les états d'esprit, pour animer les discussions peut-être différemment de ce qu'elles sont animées aujourd'hui, mais c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est on pas grand-chose. En fait. Ouais, sorry. Mais en fait, on se débrouille. C'est très bien. Moi, je suis très contente de ce que en fait, les femmes savent gérer un business toutes seules, quoi. Même si mon Oui. mari m'a beaucoup aidée et il m'a aidée
de cette manière logique dans l'aspect plus organisationnel, financier, et à faire des tableaux Excel à la con. Mais voilà, sinon, aujourd'hui, on se débrouille, quoi. Donc, vous êtes les bienvenus, mais on n'a pas besoin. Les femmes n'aiment que les sujets... C'est toi qui l'as écrit? Les femmes n'aiment Non, que c'est les moi sujets... qui l'ai écrit. Et que les sujets il était légers, plutôt, quand c'est compliqué, ça les intéresse pas. Bah voilà, moi j'ai travaillé dans des rédacs pendant longtemps et en généraliste, clairement. Et il y avait cette idée que dans des créneaux où les femmes écoutent plus la radio, notamment les journaux de 9h, les journaux de 13h, etc., puisqu'il y a moins de femmes qui sont actives que d'hommes statistiquement, ben, il fallait des sujets plus légers, plus ménagers. Le sujet de la ménagère, quoi. Vraiment. C'était vraiment ça qui était utilisé comme terme. Et que le reste, ben, voilà, ça les intéressait pas trop. Et ça se voit d'ailleurs en presse... alors, pour d'autres raisons aussi, mais on voit aussi très clairement en presse généraliste des spécialisations. Les journalistes politiques sont essentiellement des hommes. Les journalistes qui traitent toutes les questions de guerre, etc., sont essentiellement des hommes. Et les femmes vont beaucoup plus être sur les sujets santé, lifestyle, etc., voilà, avec de préférence un traitement qui soit léger et qui soit... Parce que tous ces sujets-là, il y a plein de thématiques sociétales très importantes qui peuvent être traitées. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez présent en presse. Que ce soit conscient ou inconscient, d'ailleurs. Les deux mécanismes fonctionnent. Nous, l'idée qu'on a au L, c'est... ça fait partie de l'ADN du L, il y a tout un texte comme ça, et la partie qui me vient, c'est que notre spécialité, c'est de traiter avec frivolité des sujets sérieux. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vulgariser certains contenus qui vont être très techniques d'un point de vue légal ou scientifique, mais qui touchent aux femmes. C'est très, très important pour la rédactrice en chef du magazine, et pour moi aussi, mais souvent les sujets partent plutôt du mag, d'avoir des sujets société. Alors, tous les L du monde ne l'ont pas, ça c'est laissé à l'appréciation des rédactions. Il y a des pays, par exemple, où il n'y a pas d'article société, c'est un choix. Là, chez nous, c'est très très important, on est très fiers de ces sujets. Et donc, oui, sur le site, ça peut passer d'un article à l'autre, le shopping des vernis-mat qui tiennent le mieux, à quelle est la place des femmes transgenres. Voilà, on va faire des sujets très lourds parfois. On a aussi fait sur les mères avec les enfants qui partaient au djihad. On a fait sur l'avortement. On a fait sur ces femmes qui ne veulent pas d'enfants et tout ce qu'elles subissent de la part de la société quand tu exprimes clairement le fait que c'est un choix de ne pas être mère. Enfin voilà, il y a plein de sujets, comme tu dis, que ce soit en mode, en beauté, en lifestyle, en culture, qui ont des onglets sérieux, qui ont des approches et des angles sérieux. Nous, on fait de tout parce que, aussi, comme tu disais au début, on peut être une femme très intelligente, très engagée et qui fait le make-up. Moi, je dirais à mes potes, j'ai des avocates, j'ai des architectes, j'ai des chirurgiennes, etc. Elles kiffent quand même le L pour tout ce que ça comprend, pour avoir la recette de la compote sans sucre pour les gamins le dimanche, pour lire des articles sociétaux sur les droits des femmes, quelles sont les avancées, quels sont les reculs, blablabla, et pour avoir les conseils tendances. Enfin, la frivolité n'est pas synonyme de stupidité. On a tous besoin de se détendre à un moment. Je dirais même le cliché du mec qui va faire de la finance et tout, il regarde, voilà, peut-être qu'il regarde le match de foot, peut-être qu'il regarde le sport, peut-être qu'il regarde la télé-réalité, j'en sais rien. Oui, et puis il fait partie des 20% de lecteurs qui vont voir la EL pour se renseigner. Quoi, il est aux toilettes. Moi, j'assume le fait qu'on fasse des sujets légers. J'assume totalement le fait qu'on fasse des sujets légers, ça fait partie de notre ADN, mais je vois pas en quoi le lien se fait entre légèreté et stupidité. En fait, le mec qui a dit ça, c'est un peu du type Jean-Michel. J'en ai croisé beaucoup des Jean-Michel. Sorry pour Jean-Michel, tous les Jean-Michel Ils m'envoyaient des mails prendre. cachés. Mais c'est le même esprit fermé dont on parle pour l'éducation. C'est monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Et monsieur, j'ai pas du tout envie d'évoluer avec le monde. Quoi. Et c'est surtout que finalement, c'est les deux. Enfin,
C'est juste Oui, accepté. et Et, tout le monde comme est tout le monde, en heureux. fait, tout le monde est intéressé. Il n'y a pas une personne sur Terre qui est intéressée que par des sujets lourds et hyper sérieux. On a tous un moment Bien besoin Quelle est la de cette différence déconnexion, entre en fait. un shopping rouge à lèvres et un shopping des meilleures PlayStation Exactement. il Exactement. existe aussi des Donc, shoppings, les meilleurs vélos, les meilleures bagnoles. Mais est-ce que t'es avec, aussi dans ces clichés-là Avec avec les réseaux sociaux, toute cette ère du rapide, etc., est-ce que justement vous subissez pas trop cette pression-là de devoir faire des contenus justement plus courts, encore plus légers, je dirais, ou en tout cas traiter plus de sujets légers, etc., et de finalement, parce que quelque part tous les blogs, les trucs, enfin je sais même pas, tous ces trucs-là, Voilà, c'est sûr ça qu'un article concurrence sur un le djihad où tu prends pas le même espace. Exactement. Et donc, Alors, il y voilà, a une quand tu différence- consommes rapidement. Il y a une Oui. différence entre le contenu print et contenu web. C'est-à-dire que, mais c'est volontaire, ça a été fait suite à des questionnements de nos lectrices et de ce qu'elles attendaient et du magazine et du site. Donc sur le site, on va faire plus de snacking. Parce qu'il y a aussi une consommation de ça dans les transports en commun, sur l'heure de table quand tu manges ton sandwich, alors que le côté acheter le magazine, Bien t'as sûr. quand même plus ce côté je me pose, Je je prends le temps, lis, je prends C'est le ça. on temps. va faire des articles qui sont plus longs. C'est pas spécialement qui sont plus intéressants, mais c'est un autre format. Une autre Voilà. manière de développer. C'est ça. ouais. Donc sur le site, il y a volontairement beaucoup plus de pratico-pratique, des petites astuces de vie, des bons plans. Ça, on va avoir plus dans le site que sur le magazine, mais c'est stratégique, c'est volontaire, c'est construit. Les articles sociétaux du MAG sont aussi mis online. Online. Donc le contenu est vraiment mélangé entre quelque chose de plus sérieux, de plus long, de plus journalistique en tout cas, avec des enquêtes et des interviews et des news. Voilà, là on a fait le tapis rouge des Oscars, c'est très léger, il y a 7 textes et puis il y a 15-20 photos, mais voilà, je veux dire, ce n'est que ça a vocation à faire ce que ça fait, c'est à montrer des belles robes. Que tu les regardes à la télé ou sur le site, je vois pas la différence. C'est juste envie de voir. Et puis après, on essaye vraiment de répondre à tout le monde, en fait. La nana qui est intéressée que par le volet société, elle va cliquer sur Actu Société et elle aura que du contenu plus journalistique, plus des enquêtes, plus... En fait, on n'oblige personne à consommer ce qu'il n'a pas envie. Le site, il est à dispo en fonction de tes humeurs. Il y a peut-être un jour ou deux, tu as envie que du sérieux. Et puis, ta semaine, elle a été longue, la vendredi, tu as envie plutôt de faire du truc léger. C'est à dispo. C'est pareil quand je fais des articles en beauté, il y a beaucoup de clichés. On fait des articles anti-cellulite, mais on ne dit pas que la cellulite, c'est pas bien. Mes intros, elles ont aussi changé en 10 ans. Aujourd'hui, je dis la cellulite, c'est naturel. Tout le monde en a. Les bébés, les meufs, les mecs. Enfin, c'est pas un problème. Mais si toi, tu as envie de t'en débarrasser ou de l'atténuer, voilà les cool produits, voilà les astuces. Mais c'est pas des obligations. T'as pas envie de te maquiller, personne t'oblige. Enfin, juste, nous, on oblige les gens à rien. Il y a des choses sur lesquelles on s'engage... mais ça me semble évident, l'homophobie, le racisme, c'est pas en mode t'as envie, tu fais, non, ça tu fais pas. Mais sur d'autres sujets plus légers, tu choisis, tu te maquilles, tu te laves les cheveux, tu te laves pas les cheveux, on s'en fout. C'est juste, on fournit une information pratique, plus ou moins pratique, et chacun prend ce qu'il a envie de piocher en fait. On n'impose pas les femmes à s'épiler, on leur impose pas de gommer leur cellulite, on leur impose pas d'être en dernière tendance. Mais si t'as envie de savoir, l'info est là, viens. Oui, c'est ça. Là, vous avez dû aussi adapter, comme tu disais, tes intros. Enfin, tes intros ont changé. Il a fallu pareil, aussi c'est des adapter. réflexions personnelles et aussi des lectrices. C'est ça que moi j'adore dans le digital, c'est que je vais sortir mon article en étant bien fière de moi et tout ça. Et puis les 3 premiers commentaires, la cellulite c'est naturel, les machins, je suis là. Bah oui, elle a raison, c'est vrai. mais en fait j'ai pas écrit. Et donc hop, je reprends. Donc c'est aussi suite à des échanges avec des lectrices plus ou moins bienveillants, mais quand même ça nous fait tilter parce que même ces commentaires-là, ils n'existaient pas il y a 3-4 ans. Peut-être que des femmes le pensaient, mais et là on se fait tacler parfois, mais parfois on leur dit désolé et merci. Parce qu'en fait, t'as raison. Donc oui, c'est ça aussi, je trouve, que j'adore dans mon taf et avec ce média du L, c'est qu'on est quand même relativement proche de nos lectrices, que la plupart sont quand même vachement smart, et que donc on peut échanger, on peut collaborer pour essayer de faire de ce média, et même de nous, des journalistes, des meilleurs journalistes, des meilleures personnes, et d'être plus inclusif et plus diversifié, et de faire évoluer ce média dans le bon sens.
On va conclure là-dessus. Ouais, ça joli fait une message. conclusion. Ouais. Alors, ce qu'on aime bien faire pour conclure Girl Squad, c'est trinquer à une femme qui nous inspire, nous a inspiré. Ça peut être une femme qu'on pourrait inviter ici en plateau ou pas. Voilà. Est-ce que tu as une idée à qui tu voudrais lever ton verre? J'ai jamais quelqu'un comme ça, si ça devait être quelqu'un d'accessible. Vous l'avez déjà fait passer, Laura de Mango Pickle. Oui, tout à fait. Je la connais depuis longtemps et elle m'inspire parce qu'en fait, tout en construisant son business, elle est littéralement restée elle. Ouais. Donc, Voilà. Voilà, on l'a déjà invitée. Ouais, on voilà, a vous raté, l'avez mais dit, alors, on lever notre dira verre à Laura. à Laura. Fougueuse que nous sommes. T'as une idée? Et du coup, moi, je sors complètement du contexte et je vais dire ma fille. C'est trop mignon. Et parce que c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Je me suis fait la réflexion, je crois, il y a 2 jours. Et non, en fait, même pas. Je me la suis faite ce matin. Et je me suis dit que je devenais vraiment une meilleure personne grâce à ma fille. Et que j'avais vraiment envie de travailler des éléments en moi pour elle, pour le monde, pour le travail, pour les femmes. Et elle en sait même encore rien. Mais voilà, je trouve ça assez dingue. Elle s'appelle So. Asso et tous ces enfants qui J'ai nous font plus grandir. Bah oui, bah du coup... Sorry. Mais c'est Boomer. vrai que moi aussi, la première personne qui m'est venue en tête, c'est ma fille, parce que il y a cette innocence, cette pureté chez l'enfant, où elle a des punchlines qui me scotchent, elle a des réflexions qui m'invitent à la réflexion. Et je trouve qu'on a ça que chez les enfants. Alors je pense que malheureusement, à un moment, ils seront un peu formatés par le carcan, et c'est tout notre taf de réécarter un petit peu quand ça se resserre trop. Mais je trouve ça incroyable de grandir, de grandir en même temps qu'elle, dans mon rôle de maman, dans mon rôle de femme, dans mon rôle professionnel, parce que elle me raconte sa journée à l'école, et puis elle pose des questions très naïves, et je me retrouve parfois, je me dis en fait la réponse qui me vient, c'est que c'est comme ça, mais en fait c'est pas une bonne réponse. Ouais. Et donc elle me challenge dans ma manière de lui expliquer les choses, sans être non plus tout le temps genre oui les garçons c'est pas bien, ou ça c'est nanana, tu vois, d'essayer de mesurer mes propos, d'en même temps expliquer que c'est pas normal, qu'elle a raison de se questionner, enfin voilà. Et je trouve que les enfants, c'est très challengeant à ce niveau-là, qu'il y a des choses qui pour toi sont intégrées, tu fais avec plus ou moins de résilience, mais qu'eux ils se posent des vraies questions, genre mais et pourquoi j'ai pas pu faire ça pourquoi. Et t'as envie de dire parce que d'habitude c'est pas trop pour les filles, mais après pourquoi en fait c'est pas pour les filles, de où ça vient, et en fait si t'as le droit, et enfin voilà, toutes les réflexions que ça amène, et je trouve que c'est c'est très moi, beau. j'en ferai qu'une parce que elle est plus seule. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Léa. Aléa. Bah voilà, ça en est terminé pour cet épisode de Girl Squad. Merci pour cette belle invitation. Merci à vous. Merci pour cet Vous. échange super intéressant. Merci pour votre Eh ben, présence. vous de votre côté, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et puis à commenter, puisqu'on attend vos retours pour faire de Girl Squad votre émission aussi, pour faire encore mieux. On attend tous vos retours. À bientôt. I